Bonjour. Alors merci à toute l'équipe d'iFlow et aussi aux deux commissaires de cette exposition, Sarah Petrucci et puis Séverine Catin. C'est un moment particulier pour moi d'y participer puisque travaillant sur le sommeil depuis près de 30 ans, j'ai aussi observé la dégradation de la qualité du sommeil sur ces 3 dernières décennies de manière assez frappante. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout imaginé quand j'ai commencé à m'intéresser au sommeil en 1995. Quand on parle de la vie, presque toujours, mais sans le dire, on fait une grosse restriction et on parle presque toujours de la vie éveillée. Et donc, on oublie quelque part qu'une grande partie de notre vie se passe dans un autre état, qui est l'état du sommeil, puisqu'en général, on dort en moyenne 8 heures sur 24, c'est-à-dire un tiers de notre vie. Et donc, à 18 ans, me disant que j'avais dormi un tiers de ma vie, je me suis dit, mais ça veut dire que j'ai dormi 6 ans et que j'ai été éveillé que 12 ans. Et donc, j'étais étonné de me dire que finalement, il y avait 6 années de ma vie que je ne connaissais pas. Et à partir de là a commencé une recherche sur d'abord mon propre sommeil et aussi le sommeil des autres, qui a pris un certain nombre de formes différentes. Et je vais reparcourir certains exemples de cette trajectoire aujourd'hui. Je les ai choisis parce qu'ils ont un lien justement avec la qualité du sommeil ou avec la santé, et donc aussi avec ce qui est exposé dans l'exposition Oh Dear Feelings. Pour commencer, je vais vous présenter un projet pour lequel j'ai très peu de photos, puisque c'était interdit de faire des photos. Je suis intervenu 2 fois dans des prisons. Et donc, la première fois, c'était à la maison d'arrêt pour femmes à Fresnes, près de Paris. Et donc, je suis intervenu une unique fois sur le thème du sommeil. Et c'est vrai que j'ai vu que pour les détenus, ça ouvrait des perspectives de considérer vraiment le sommeil comme une part de la vie à part entière, parce que pour les détenus, finalement, c'est le dernier espace de liberté. Après, la difficulté, c'est qu'en général, on oublie tout, et quand on se réveille, on se rend même pas compte du temps qui s'est passé, et on se souvient en général de rien. Donc après cette première expérience dans une prison pour femmes, je suis intervenu dans une prison pour hommes à Argentan, en Normandie, où là j'ai pu intervenir une douzaine de fois sur 3 mois, et donc avoir une relation qui s'est développée avec les détenus. La première chose que j'ai faite, c'est que je leur ai distribué des feuilles et des stylos pour explorer leur propre sommeil dans leurs cellules, et aussi des boules qui des protections auditives, qui leur ont fait très plaisir, parce que c'est vrai que les prisons, c'est des endroits qui résonnent énormément, donc c'est très difficile de bien dormir. Et cette expérience s'est conclue par une exposition dans la prison, pour laquelle très peu de photos ont été autorisées également. Et on a exposé donc les travaux des détenus et les miens ensemble. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment vu que, en développant leur mémoire, en travaillant sur leur sommeil, leur qualité de vie en tant que prisonniers s'était améliorée. Et à l'exposition qui a suivi, pour conclure ça, c'était une exposition aussi qui était interdite, c'est-à-dire que j'ai voulu inviter ma femme à venir au vernissage. Et comme tout dans une prison, ça doit passer par des commissions, etc., des autorisations. Et donc, elle n'a pas eu le droit de venir. Donc, il y avait uniquement des détenus. Mais il y avait aussi des détenus d'un autre atelier qui sont venus au vernissage, qui était un atelier cuisine. Et donc, pour ce vernissage, ils ont fait un cocktail avec de la nourriture et des boissons faites uniquement avec des aliments qui favorisent l'endormissement. Et donc, ils ont utilisé des féculents, des produits laitiers, du sucre lent, des sucres lents. Un dessert, c'était une mousse de verveine, donc de ce type de plante. Et évidemment, ils ont proscrit tout ce qui contient, par exemple, de la vitamine C, ou des épices, ou de l'alcool, ou de la théine, ou de la caféine. Et donc, à l'issue de cette expérience, ça m'a confirmé que non seulement pour les détenus, mais pour chacun de nous, c'est une amélioration de la vie en général que de ne pas se focaliser uniquement sur sa vie d'éveillé, mais de mieux connaître aussi sa vie d'endormi. Alors tout ça a commencé en 1995 par une simple réflexion. À l'époque, je me destinais à être plutôt chercheur en sciences. Donc j'ai fait des études en classe préparatoire, maths sup, maths spé, école d'ingénieur.
Et je notais donc dans des carnets le temps que je travaillais dans chaque matière, parce que ça m'aidait à m'organiser. Et il y a beaucoup de travail pour préparer les concours aux grandes écoles. Et j'étais étonné de me dire que finalement, quand je faisais par exemple 5 heures de mathématiques, j'avais l'impression que c'était beaucoup. Mais si je dormais 5 heures, c'était pas du tout assez. Et donc, quelque part, je me suis dit, c'est curieux, c'est comme si ma matière principale, c'était pas les mathématiques, mais le sommeil, et qu'en fait, je savais rien dessus. Donc, ça m'a intrigué. Et donc, à ce stade, je pensais continuer vraiment à faire de la recherche scientifique et parallèlement, d'un point de vue uniquement personnel, sans le partager avec des autres, explorer mon propre sommeil. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de noter combien de temps je dors chaque nuit. Et donc, c'est des carnets qui sont exposés, des agendas du sommeil dans l'exposition à l'entrée, parce que ça m'aide aussi à réfléchir, voilà, sur la durée du sommeil, sur l'impact de la vie éveillée sur la vie endormie et vice-versa. Et puis, en luttant contre l'oubli, j'ai fait d'abord des récits de rêves le matin, puis pendant la nuit. Et là, c'est un exemple pendant la nuit, donc c'est écrit dans le noir, c'est des notes comme ça prises. Et tous les gens qui ont fait l'expérience d'essayer de se souvenir de leurs rêves ont remarqué que la mémoire se développe un peu comme un muscle et que finalement, après quelques semaines, quelques mois ou quelques années, on peut se souvenir de plus en plus de rêves. Et donc, au bout de 3 4 ans, je pouvais me souvenir de 6 ou 7 rêves chaque matin et toujours dans une démarche uniquement personnelle. Et c'est vrai que je me réveillais en me disant c'est incroyable ce que j'ai vécu pendant cette nuit, parce que quand on se souvient d'un rêve riche, c'est déjà impressionnant, mais 6 ou 7. Et j'avais l'impression que finalement une nuit était plus riche qu'une journée, finalement, contrairement à ce qu'on peut croire en général. Et ce qui a déclenché après que j'ai commencé à montrer mon travail sur le sommeil et à rencontrer d'autres gens qui travaillent sur le sommeil dans différentes disciplines, c'est que un matin, entre deux notes que j'avais prises pour de rêves, j'ai trouvé un bout de phrase et donc qui me rappelait rien. Et ça s'est reproduit de plus en plus souvent que entre les rêves, je note ou je dessine des choses qui venaient aussi du sommeil, mais qui me rappelaient rien le matin. Et donc là, ça a été un déclenchement parce que je me suis dit, donc il y a autre chose que les rêves dans le sommeil, il faudrait savoir ce que c'est, il faudrait en parler à d'autres gens qui travaillent sur le sommeil. Et donc j'ai rencontré euh, des neurobiologistes, des médecins, j'ai lu des livres sur les cycles du sommeil que je connaissais même pas hein, à ce stade. Et puis aussi des écrivains, des philosophes, des cinéastes, parce que c'est vrai que le sommeil étant quelque chose d'universel, on peut l'aborder à travers toutes sortes de disciplines différentes, et c'est souvent très enrichissant. Alors voilà un exemple de ce que j'ai appelé des écrits et dessins de nuit, puisque je ne savais pas comment les nommer. Bon, c'est pas des rêves, c'est des perceptions qui viennent du sommeil. Donc je les ai appelés écrits et dessins de nuit. Avec l'ambiguïté de nuit, ça veut dire que c'est fait pendant la nuit, mais de nuit, c'est un peu comme si la nuit les avait fait aussi. Et comme pour moi, ils me rappellent rien le matin, ça me plaisait qu'il y ait ce côté un petit peu ambigu sur le statut de la nuit. Donc tout est écrit et dessiné 2 fois. Parce que c'est d'abord dans mon lit, dans le noir, c'est des choses qui tombent dans l'oubli très vite. Donc si j'allume la lumière, c'est terminé, je vois où je suis et j'oublie tout. C'est vraiment des choses évanescentes, avec des phrases qui sont pas complètes ou très courtes. Et puis je les réécris et redessine plus lisiblement le matin. Et donc une série de ces écrits et dessins de nuit est exposée au-dessus des agendas du sommeil, à l'entrée de l'exposition Oh Dear Feelings. Et cette série en particulier, c'est une série qui vient d'une résidence d'artistes que j'ai faite à Chicago, où on voit petit à petit l'anglais arriver dans mon sommeil. Parce qu'en fait, le cerveau travaille aussi quand on dort, notamment pour l'apprentissage des langues étrangères. Alors, à partir du moment où j'ai commencé à les partager, ça s'est concrétisé sous différentes formes, dont des expositions. Et la première exposition que j'ai faite en 2003 à la galerie Angle Art Contemporain à Saint-Paul-Trois-Châteaux, j'avais ces écrits et dessins de nuit et je voulais montrer aussi le sommeil véritable dans l'exposition et pas seulement finalement de l'encre sur du papier qui sont les traces de ce qui s'est passé dans le sommeil, mais je voulais montrer le sommeil lui-même. Donc j'ai dit à la galeriste, voilà, je voudrais aussi mettre un lit dans l'exposition et dormir. Et en fait, elle a refusé. Donc je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, bah, écoute, au vernissage, les gens voudront te voir. Et je lui ai dit, mais oui, mais ils pourront me voir si je dors.
Et elle m'a dit, oui, mais ils voudront te poser des questions. Donc, je n'ai pas pu faire cette expérience de dormir au vernissage, mais après quelques expositions, ça a été possible. Et donc, voilà une performance donc, que j'ai appelée En Somme, pendant le vernissage d'une exposition au centre, à l'Institut français de Brême, en Allemagne. Et donc, pour pouvoir dormir en public, malgré le bruit, le monde, la lumière, j'ai fait en fait une privation de sommeil parce que je voulais vraiment montrer le sommeil naturel qui est provoqué par la fatigue et pas un sommeil artificiel qui serait provoqué par des somnifères. Surtout que j'ai un très bon sommeil, j'ai jamais pris de somnifères de ma vie, donc j'avais pas envie de commencer pour une performance. Et après 2 nuits blanches, donc je me suis couché 1 heure avant l'arrivée du public, avec en plus un masque et des protections auditives. Et donc, j'ai dormi non seulement tout le vernissage, mais j'ai même enchaîné sur la nuit d'après. Et je me suis réveillé 15 heures plus tard, tout était fini, j'avais rien vu, rien entendu. Et donc, on voyait un petit peu le fossé entre l'apparence inerte d'un dormeur ou d'une dormeuse. Quand on voit quelqu'un dormir, on a l'impression qu'il est coupé du monde, mais aussi qu'il ne se passe rien. Et en fait, on a une expérience intérieure qui est très riche, avec voilà, des perceptions visuelles, sonores, mais aussi tactiles, gustatives, toutes sortes d'aventures. Euh, et j'essayais un petit peu dans plusieurs installations et performances de réduire ce fossé entre la richesse de l'expérience intérieure et le côté un peu moribond d'une personne qui dort. Et étant donné que le sommeil a une grande dimension universelle, je voulais pas non plus faire ça que dans le contexte de l'art. Et donc, je l'ai fait notamment dans des vitrines de magasins, pour que tout un chacun, se promenant dans la rue, puisse avoir la surprise de voir quelqu'un dormir dans une vitrine et à partir de là, s'interroger finalement sur son propre sommeil, puisque tout le monde dort, généralement on se cache pour dormir, donc à quoi ça sert tout d'un coup de le montrer et donc entamer une réflexion sur cette partie de la vie. Quand j'ai dormi dans une de ces vitrines, il y a par hasard une directrice de musée qui est passée et qui a eu l'idée d'organiser une exposition sur le sommeil dans l'art contemporain. Elle s'appelle Suzanne Hinrichs. Et donc, dans ce cadre, elle m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais faire sur le sommeil que tu n'as pas encore fait. Je crois que c'était en 2007 ou 2008. Et donc, à ce stade, j'avais encore jamais dormi dans un laboratoire du sommeil et je ne savais pas exactement d'où venaient ces écrits et dessins de nuit qui surviennent entre les rêves. Je me doutais que ça venait du sommeil profond, d'après mes lectures, mais je n'avais pas une preuve. Donc je lui ai demandé, et il se trouve que c'était à Brême, où ils ont un très bon laboratoire du sommeil, qui avait à l'époque déjà répertorié 80 maladies du sommeil différentes. Et donc, quand elle a dit, voilà, il y a un artiste qui voudrait dormir dans le laboratoire, ils lui ont demandé si j'avais une maladie du sommeil. Donc elle a dit que non, puisque justement, j'ai un très bon sommeil, je peux dormir un peu partout, n'importe quand. Donc au départ, ça ne les intéressait pas d'avoir quelqu'un qui avait un sommeil sain qui venait dormir dans leur laboratoire. Ce que je comprends aussi, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et ils avaient une liste d'attente de 6 mois pour des patients qui attendaient d'avoir un diagnostic. Donc c'était un petit peu gênant aussi de faire passer quelqu'un qui n'avait pas de trouble du sommeil. Et finalement, il y a eu une annulation. Et donc, j'ai pu dormir 2 nuits dans un laboratoire du sommeil. Donc, c'est des choses qui sont plus connues aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même assez rare. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, les troubles du sommeil sont devenus une spécialité en médecine en France seulement en 2017. Donc c'est très récent. Avant ça, non. Et j'ai parlé avec des médecins qui m'ont dit que pendant 6 ans d'études de médecine, en tout et pour tout, ils avaient peut-être entendu parler du sommeil pendant 1 heure. Ça, c'est les médecins de l'ancienne génération. Et les nouveaux, puisque c'est devenu presque un problème de santé publique, sont beaucoup plus formés justement par tous les problèmes de troubles du sommeil. Donc, pendant l'une de ces 2 nuits, donc j'avais toujours mes stylos, mes feuilles à côté de mon lit pour essayer de ramener des choses qui viennent du sommeil. Et j'y arrive pas toutes les nuits, hein, j'essaye toutes les nuits, mais j'y arrive pas toutes les nuits. Et la deuxième nuit au laboratoire, j'ai écrit quelque chose. Et donc, on avait les enregistrements correspondants, donc du cerveau, de la respiration, du cœur, etc., qui permettent de déterminer les stades du sommeil. Et donc, ces écrits et dessins de nuit surviennent en fait pendant des micro-éveils qui sont pendant le sommeil profond.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'impression que quand on dort d'un trait, on ne se réveille pas du tout du soir au matin. En fait, c'est faux. On se réveille minimum une vingtaine de fois. Et on s'en rend pas compte, on oublie ces micro-éveils parce que, par exemple, quand un dormeur ou une dormeuse bouge simplement la main en dormant, mais pour bouger le bras, le cerveau s'éveille quelques secondes et se rendort juste après. Quand on change de côté aussi. Et donc, tous ces micro-éveils, même certains sont sans mouvement, sont oubliés parce qu'on est dans un état un peu, j'ai envie de dire, comateux, même si le coma et le sommeil, c'est très différent. Et donc, moi, à force de développer ma mémoire, de travailler sur le sommeil, d'être très vigilant dès que je me réveille, et ben en fait, j'ai réussi à pouvoir ramener des choses qui viennent du sommeil profond et les coucher sur le papier dans le noir. Alors ça, c'était pour préparer l'exposition. Et pour l'exposition elle-même, dans le musée, j'ai demandé à ces chercheurs s'ils avaient encore les vieux appareils pour mesurer les ondes cérébrales qui dataient d'avant les ordinateurs. Et effectivement, ils en ont retrouvé un dans leur cave qu'ils ont réparé. Et ce que j'aimais bien dans ces machines, c'est que c'est comme des sismographes. Il n'y a pas d'intermédiaire d'ordinateur. C'est directement l'impulsion du cerveau qui fait bouger des stylos qui ont de l'encre, qui écrivent sur du papier millimétré qui défile. Et donc, ça a fait un ensemble voilà, d'électroencéphalogrammes. Je crois que c'était une performance qui a duré 5 heures et qui est exposée aussi à l'entrée de l'exposition. Ce travail sur les ondes cérébrales m'a ensuite conduit vers d'autres choses pour lesquelles j'ai travaillé avec l'artiste numérique Walid Brady, qui était présent au vernissage, puisqu'on a présenté notre installation qui s'appelle La Bulle Paradoxale. Et en fait, avec Walid Brady, on a fait 3 projets que je vais vous présenter. Donc Walid Brady, c'est un artiste numérique qui a travaillé dans le contexte de l'art contemporain, mais aussi du théâtre, de la musique, des concerts, etc., avec des œuvres interactives dans lesquelles c'est le plus souvent les mouvements, soit des visiteurs, soit des artistes, soit des chanteurs, des chanteuses, etc., qui provoquaient soit des sons, soit des couleurs, etc. Et là, tout d'un coup, travailler sur le sommeil, ça posait comme une sorte de défi par rapport à son travail précédent. Et donc, on a travaillé sur les ondes cérébrales dans une première installation qui s'appelle la bulle paradoxale et qui est également exposée dans l'exposition, qui consiste en fait en un triptyque de vidéos interactives. Donc, initialement, c'est 3 fois la même vidéo, des vidéos de bulles. Et en fait, quand je dors donc avec des capteurs, avec un petit casque, ça modifie les couleurs et les formes de la vidéo de gauche en temps réel pendant que je dors. Et quand quelqu'un du public met un casque qui est aussi à leur disposition, ça change la vidéo de droite. Et donc tout d'un coup, pour les autres spectateurs, on a un triptyque vidéo qui est en fait une collaboration en temps réel entre une personne endormie et une personne éveillée. Et donc le monde du sommeil et le monde de la veille qui sont un peu incompatibles, là tout d'un coup se rejoignent puisque un dormeur et un visiteur ou une visiteuse créent ensemble quelque chose pour les autres. Donc on a pour ça travaillé avec les 5 ondes cérébrales, alpha, bêta, gamma, delta et theta. Et donc chacune de ces ondes, selon son intensité, provoque certains effets. Donc en fait, il y a un nombre de combinaisons assez gigantesque qui fait qu'à chaque fois qu'on montre la bulle paradoxale, on est surpris de voir ce qui se passe. On voit des effets qu'on n'a jamais vus, des contrastes, des couleurs, etc. Et après avoir fait ce premier projet, donc qui est la forme d'un triptyque, on a voulu travailler à une autre échelle sur le sommeil et travailler cette fois-ci non plus à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la ville, d'une ville entière. Et parce que le sommeil n'est pas le même dans une ville. On n'a pas la même qualité de l'air. On a du bruit. On a de la luminosité qui peut nous gêner. On a aussi du stress, etc. Et pour ça, on a développé un projet avec la ville de Aarhus, au Danemark, qui est une ville qui travaille sur le concept des smart cities, donc des villes intelligentes du futur, qui essaye de trouver des solutions technologiques pour diminuer la pollution, pour diminuer le gaspillage et aussi pour diminuer les pertes de temps, les injustices, etc. Et donc, ils ont tout un laboratoire qui travaille à l'échelle de la ville
avec toutes sortes de capteurs et d'écrans aussi dans la ville pour informer les habitants. Et donc, c'est sur une idée de Walid Brady qu'on a développé ce projet qui s'appelle Sleep in the City, qui est en fait un autoportrait de la ville de Horus, fait d'une part par des habitants éveillés et des habitants endormis. Alors les habitants éveillés, c'était très simple, on leur a demandé de filmer des choses qu'ils aimaient dans leur ville, donc différentes activités, des quartiers, des détails, des choses voilà, de la ville, de la nature aussi dans la ville, et également dans l'intimité. Et donc on a recueilli comme ça des centaines de vidéos. Et ensuite, l'autre sorte de volontaires, c'était ce qu'on a appelé les smart sleepers, donc qui ont accepté de dormir à leur domicile avec des capteurs pour partager leurs ondes cérébrales. Donc on a créé comme ça un réseau de dormeurs, et donc pendant 7 nuits, les ondes cérébrales étaient partagées, et elles modifiaient les vidéos que les volontaires nous avaient envoyées, qui étaient projetées sur des écrans géants dans la ville, parce que dans leur concept de Smart Cities, ils ont aussi l'idée qu'il y ait des grands écrans dans la ville qui en aucun cas ne serviront à des publicités, mais qui ne servent que à des choses voilà, culturelles ou aussi d'information, etc. Et donc ces grands écrans montraient des images de la ville filmées par des habitants éveillés et transformées en temps réel par des habitants endormis. En même temps, on a utilisé les données de la ville de Russe sur la pollution de l'air, sur le bruit et sur la pollution lumineuse. Et donc, en fait, il y avait une sorte de compétition dans la vidéo interactive entre des effets, entre guillemets, positifs qui venaient des dormeurs, avec plutôt des belles couleurs, des choses un peu esthétiques, et des effets, entre guillemets, négatifs qui venaient justement du bruit dans la ville, de la pollution de la ville, de la lumière de la ville, qui faisaient plutôt des choses grisâtres ou des pluies de pixels. Après ces deux expériences donc, qui étaient plutôt orientées vers la vidéo, on a souhaité avec Walid Brady faire un troisième projet, et ce sera la fin de ma présentation. Et là, cette fois, on a voulu que l'activité du sommeil, et en particulier du sommeil profond, soit vraiment tangible pour le public, la montrer, on aurait voulu presque de manière tactile, sans passer par des écrans, sans passer par des ordinateurs, sans passer... enfin, en ayant une sorte de contact le plus direct possible. Et donc, l'idée initiale, puisque le cerveau est parcouru de vagues, finalement, quand on dort, parce que les neurones ralentissent dans le sommeil profond et pulsent de manière synchrone. Et en même temps, on a des vagues du liquide céphalo-rachidien qui fait que le cerveau, en fait, se nettoie dans le sommeil profond et il élimine des toxines. Et des chercheurs ont compris récemment qu'il y avait des liens entre les troubles du sommeil sur le long terme et la maladie d'Alzheimer, qui est une accumulation trop importante de toxines dans le cerveau. Et ces toxines, en fait, on les élimine quand on dort. Donc, puisqu'il y a des vagues, des ondes dans le cerveau, on a essayé de traduire ces ondes du sommeil profond sous forme de vagues. Donc, on a travaillé avec la chaire Arts et Sciences de l'école polytechnique et de l'ENSAD, en France, et en particulier avec le collectif Labo Factory, qui est avec Jean-Marc Chomaz et Laurent Karst, qui, eux, avaient déjà fait beaucoup d'installations arts et sciences en travaillant beaucoup sur les fluides. Donc là, on a essayé finalement de rejoindre le monde de l'intérieur du cerveau et le monde de l'océan, parce qu'en dialoguant avec eux, Jean-Marc Chomaz, qui est à la fois artiste et physicien en dynamique des fluides, nous a dit que les ondes qu'il y a dans le cerveau, dans le sommeil profond, qui sont entre 0 et 4 Hertz, on les retrouve dans les profondeurs de l'océan. Et ça a été une surprise pour moi à cette étape du projet, parce que je voulais faire des vagues, mais je ne savais pas que le même type d'onde existait dans les profondeurs de l'océan. Et en plus, les deux s'appellent profond, le sommeil profond et l'océan profond. Donc ça nous a interpellés. Et comme l'océan profond est tellement grand et tellement profond, tellement inaccessible, je me suis dit, bon, bah, malheureusement, ça ne va pas nous aider pour le projet. Mais Jean-Marc Chomaz nous a dit que si, puisqu'on pouvait créer en fait un océan miniature. Donc on a créé un océan miniature qui a la forme circulaire, enfin annulaire, d'une cuve, avec de l'eau stratifiée. Donc plus on descend, plus c'est salé, comme dans l'océan. Et donc là aussi, il est agité par les ondes de mon cerveau.
Mais cette fois-ci, contrairement à la bulle paradoxale, on a travaillé que sur l'onde delta, entre 0 et 4 Hertz. Et c'est cette onde qui directement agite l'océan. Et s'il n'y avait pas cette projection au sol, qui est juste de l'ombre, hein, c'est pas un écran, c'est pas un projecteur, c'est juste que dans l'océan, il y a au-dessus une petite lampe qui fait que l'ombre de l'eau est visible au sol. Parce que quand on regarde directement l'océan miniature, c'est de l'eau qui bouge dans de l'eau, donc tout est transparent, on ne voit pas. Et en fait, au sol, puisque l'indice de réfraction de l'eau change en fonction de la salinité, tout d'un coup apparaissent une activité avec des ondes, des tourbillons, des volutes, des courants, etc., qui donc retranscrivent en temps réel l'activité du sommeil profond. Et là aussi, ça a été une surprise dans le projet, puisque en fait, le fossé dont je vous parlais tout à l'heure entre l'apparence inerte d'un dormeur et la richesse de son expérience intérieure, on la retrouve dans cette installation qui s'appelle Rêve quantique, puisque dans la cuve, on a l'impression qu'il ne se passe rien, alors qu'en fait, au sol, on se rend compte que si, il se passe des choses à l'intérieur. Alors, pour conclure, donc c'est vrai que voir le sommeil comme une partie de la vie, je pense que vraiment pour tout un chacun, c'est quelque chose qui peut être vraiment une source de bien-être, de bonheur, parce que quelque part, je pense qu'on est un peu frustré, qu'il nous manque quelque chose, d'avoir comme ça une si grande partie qui nous échappe. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on dort de moins en moins, parce qu'on a on a l'impression que vivre, c'est être éveillé, et que quand on est endormi, finalement, c'est une perte de temps ou une fatalité biologique. Moi, je suis totalement contre ces clichés, et je pense qu'au contraire, dormir, c'est une partie délicieuse de la vie si on y travaille. Le problème, c'est que voilà, comme on oublie, il faut essayer, quand on peut, d'être attentif à ça, d'observer. Et d'autre part, c'est vrai que là, on est dans un contexte un petit peu où on parle de la santé en général et du bien-être. C'est vrai que si, par exemple, quelqu'un inventait demain une pilule qui permettent de nettoyer le cerveau dans le sommeil comme le sommeil profond, d'effacer les cernes, de diminuer, de ralentir finalement le vieillissement. Enfin, une pilule qui donnerait tous les bienfaits du sommeil serait un succès mondial instantané. Et en fait, c'est comme si cette pilule existait, puisque c'est simplement dormir, mais comme le sommeil est de plus en plus maltraité, c'est vrai qu'on a tendance à pas se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir plonger dans cet état toutes les nuits et de ce que ça apporte aussi bien pour la vie éveillée que pour la vie endormie.